est bien connue des enseignants en mathématiques, qui est la notion de conservation du nombre. Et j'essaye de comprendre le rôle des fonctions exécutives dans la compréhension de cette notion de conservation, c'est-à-dire comment est-ce que l'enfant arrive à comprendre que le nombre, qu'une quantité d'objets reste la même indépendamment de l'ensemble d'objets qui est compté, de la place qu'il tient dans l'espace, par exemple, ou d'aspects plus perceptifs. Donc, comment est-ce que l'enfant développe sa compréhension de l'invariance du nombre et en quoi les fonctions exécutives sont importantes pour aboutir à cette compréhension. Par exemple, tout à l'heure, on parlait d'inhiber des informations non pertinentes. Mais on sait que pour que l'enfant comprenne bien que finalement, 5 bonbons, c'est toujours 5 bonbons, même si j'étale les bonbons dans l'espace, il faut qu'il bloque, qu'il inhibe des informations perceptives qui ne sont pas pertinentes, voire même en conflit avec l'information numérique. Donc, c'est des travaux qu'on a menés au laboratoire où on montre justement l'importance de ces fonctions d'inhibition pour le développement de cette compréhension. Je suis désolée, il faut que j'enlève à chaque fois le retirer le micro. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous auriez des questions à poser à M. Viarouche? Je trouve que c'est intéressant peut-être de rebondir au fur et à mesure. Non? Ok. On garde pour la fin, alors. Gardez vos questions en tête. Je suis désolée, ça grésille. Je vais donner la parole à Irène Altarelli. Elle est arrivée? Parce que je ne la vois pas. Oui, oui, je suis là. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je vous entends. Je vais vous donner la parole. Vous allez parler d'apprentissage de la lecture et du rôle des fonctions exécutives dans cet apprentissage. Et je vais me déconnecter, Chiara. Je vais me reconnecter en espérant qu'il y ait moins de grésillement. Ça marche. Merci. À tout de suite. Je vous laisse la parole, Irène. D'accord, merci. Ça ne marche pas super bien de mon côté, donc n'hésitez pas, Chiara, notamment, à me dire si vous m'entendez mal. Il y a des problèmes de son. Donc, effectivement, Arnaud Viarouche a très bien résumé de quoi on parle aujourd'hui en termes de fonctions exécutives et à quoi elles correspondent. Et il a illustré brièvement en quoi ça peut être intéressant d'étudier le rôle de ces fonctions exécutives pour l'apprentissage des mathématiques. Pour ma part, je porte des projets qui sont complémentaires par rapport au sien, puisque je m'intéresse à l'apprentissage de la lecture. Et donc, il y a plusieurs lignes de recherche au sein desquelles le rôle des fonctions exécutives peut être intéressant à explorer. Tout d'abord, on a longtemps considéré que l'apprentissage de la lecture reposait principalement, et je dirais presque uniquement, sur des compétences linguistiques. On sait évidemment que ces compétences linguistiques, elles jouent un rôle important pour l'apprentissage du décodage. Néanmoins, depuis quelques années, on s'intéresse aussi à la contribution de fonctions plus générales, et notamment des fonctions exécutives dans l'apprentissage du décodage. Et donc, une partie de mes recherches porte justement sur le fait d'essayer de définir en quoi les fonctions exécutives sont importantes dans l'acquisition des premières étapes de la lecture, donc notamment du décodage. Et pour vous donner quelques exemples, donc Arnaud parlait tout à l'heure de mémoire de travail. Eh bien, la mémoire de travail peut être importante dans l'acquisition de la lecture et du décodage, puisque, par exemple, il faut avoir une bonne mémoire de travail pour pouvoir garder en tête les lettres qu'on a décodées au début d'un mot quand on arrive à la fin d'un mot. Vous voyez, c'est un type de traitement de l'information et de maintien de l'information en mémoire qui est évidemment extrêmement important. C'est juste un exemple, mais c'est une illustration de comment la mémoire de travail peut entrer en jeu dans le contexte de l'acquisition de la lecture. L'inhibition est aussi importante puisqu'il est particulièrement utile d'inhiber l'activation de voisins, par exemple, orthographiques, donc de mots qui ressemblent aux mots que je suis en train de décoder d'un point de vue orthographique, et d'inhiber aussi les voisins
phonologiques, des mots qui ressemblent d'un point de vue de la phonologie aux mots que je suis en train de décoder. Donc, voilà, ça illustre un petit peu comment les fonctions exécutives peuvent jouer un rôle dans l'acquisition de lecture. Donc ça, c'est une première ligne de recherche. Ensuite, on peut explorer cela d'un autre point de vue, qui est celui des déficits. Donc, on peut se dire que si les fonctions exécutives sont importantes pour l'acquisition de la lecture, alors probablement des déficits de fonctions exécutives vont donner lieu à des difficultés de lecture. Et donc, dans le cadre d'un projet dans lequel on s'intéresse à dresser un petit peu des profils d'enfants qui ont des difficultés de lecture, on s'intéresse justement à définir dans quelle mesure ils ont des difficultés dans les fonctions exécutives, lesquelles, dans quelle proportion, etc., pour comprendre quelles sont les pièces essentielles du puzzle pour acquérir la lecture correctement. Et puis, troisième ligne de recherche possible autour de ces questions, c'est une fois qu'on a compris que dans l'hétérogénéité des profils qui peuvent exister et qui peuvent mener à des difficultés de lecture, il peut y avoir des déficits de fonctions exécutives, et bien on peut essayer d'entraîner ces fonctions pour justement essayer d'améliorer les compétences en lecture. Et donc, évidemment, on entraîne des compétences linguistiques d'une part, mais on peut aussi entraîner les fonctions exécutives, et les deux sont complémentaires, et donc on a certaines lignes de recherche dans lesquelles on s'intéresse justement à évaluer les effets d'entraînement des fonctions exécutives sur l'acquisition de la lecture chez la population typique, donc chez les enfants normolecteurs, on va dire, et chez des enfants qui présentent des difficultés. Ok, merci Irène. Bon, je n'ai pas tout suivi, mais je regarderai, je découvrirai tout ça lors de l'enregistrement. Est-ce que vous m'entendez bien? Il n'y a plus de grésillement? Bon, j'ai bien fait. Oui, c'est bien. Alors, il y a une question, je pense qu'on va la poser directement, Chiara, si vous voulez bien. Ça vous va, Chiara? Oui, oui, tout à fait. Ouais. Alors, c'est Alima Amou qui demande, dans le cadre de la lecture, qui est compétent pour évaluer le FE, les FE? Vous savez ce que c'est, FE? Parce que j'ai raté un bout, donc... Les fonctions exécutives. Ah, je suppose. Oh là là. Oui. Non, mais je vous ai dit que j'avais une journée chargée, donc soyez tolérants. Absolument. Mais je dirais que ça dépasse le cadre de la lecture, et Arnaud pourra compléter, mais de fait, les fonctions exécutives sont évaluées dans le contexte d'évaluation de bilan psychologique assez classique. Je pense notamment aux évaluations type Wechsler, donc la WISC, qui est un test, un bilan qui comprend différents types de tâches et notamment des tâches de mémoire de travail, par exemple. Donc voilà, je dirais en première intention, c'est clairement les psychologues qui peuvent réaliser ce genre d'évaluation. Ok, on a une question de Stéphanie Breteau, mais si vous le permettez, Stéphanie, on va la poser peut-être à la fin, puisque vont intervenir Julien et Juliette, qui sont pour le coup plus proches du terrain, et ça vous donnera une réponse un peu plus riche, à mon avis, un peu plus riche. Voilà, vous aurez l'apport scientifique et l'apport du terrain. Alors, Julien Garbag-Chenon, si je dis bien les choses, vous êtes délégué au service éducation et culture à la Ligue de l'enseignement. Et vous mettez en place des projets avec un focus sur les fonctions exécutives dans les écoles. Et vous faites un peu, si je comprends bien, le lien avec les chercheurs et le terrain. Vous êtes un peu un coordonnateur de recherche-action, je dirais. Alors, un coordonnateur de recherche-action, je l'ai été un petit peu, je le suis moins maintenant. Mais en effet, ma position, moi j'ai un parcours, en effet, je suis actuellement à la Ligue de l'enseignement, mais j'ai été longtemps dans l'éducation nationale. Et au cours de mon parcours, j'ai rencontré le laboratoire de psychologie du développement, le LabCD, qui est un laboratoire qui a une position par rapport à l'école, qui n'est non pas de dire bah, voilà ce qu'on sait, donc voilà ce que vous devez faire, mais plutôt voilà ce qu'on sait, et donc réfléchissons ensemble à comment est-ce qu'on peut faire à partir de ces connaissances.
Et donc, l'idée du travail avec le LabCD, notamment avec une doctorante du LabCD, c'est de voir et d'essayer de comprendre comment est-ce qu'avec les connaissances qui étaient élaborées en laboratoire, eh ben, est-ce qu'on pouvait permettre aux enseignants de se saisir de ces connaissances et puis de les mettre en œuvre en classe. Comprendre aussi si les résultats qui étaient observés dans un contexte de laboratoire, c'est-à-dire un chercheur, un enfant, un test, dans un contexte bien particulier, eh ben, si ces résultats pouvaient être reproduits dans un contexte écologique, c'est-à-dire dans un contexte de classe, sans chercheur, sans protocole de recherche, mais avec des séquences pédagogiques. Enfin, voilà, de transposer un petit peu tout ça. Donc, il y a eu plusieurs études qui ont été menées par rapport à ça, des grandes études collaboratives où on a pu mobiliser à chaque fois 250 classes. Et ces études particulièrement ont montré un résultat plutôt positif. Alors, bien sûr, on n'est pas encore à une grande échelle et les chercheurs le diront beaucoup mieux que moi, mais il faudrait répliquer tout ça pour confirmer un peu ces résultats. Mais en tout cas, ce qui a pu être montré, c'est qu'en effet, avec des interventions pédagogiques en classe, on peut entraîner le contrôle inhibiteur, on peut agir sur des heuristiques, c'est-à-dire des automatismes qui s'expriment en classe sur tel ou tel sujet et faire en sorte qu'ils puissent être inhibés et donc développer une réponse un peu plus raisonnée. Donc l'idée, c'était vraiment en effet de faire le pont entre le laboratoire et la classe, de permettre aux enseignants non seulement d'intégrer ces connaissances dans leur pédagogie ensuite, voilà, de pouvoir les prendre en compte au moment de l'élaboration très concrète d'une séance et de proposer aussi des outils très concrets à mettre en œuvre en classe pour aider à tout ça. Lilia, je pense que ton micro est coupé. Ouais. Voilà, je ne suis pas une pro. J'oublie toujours de. C'est le truc qui m'arrive tout le temps en conférence. Donc, on est parti, on a présenté, les chercheurs ont présenté leur travail. Vous avez présenté le lien que vous permettez, Julien, entre la recherche et la classe. Et la classe, parce que beaucoup de nos auditeurs, de nos lecteurs au café pédagogique sont le terrain, les enseignants et les enseignantes qui font la classe au quotidien. Alors, Juliette, peut-être que vous allez pouvoir nous éclairer là-dessus. Comment ça se passe dans une classe, pour de vrai? Bonjour. Alors oui, moi je suis enseignante spécialisée et je mène un projet en neuroéducation depuis maintenant une dizaine d'années. J'ai notamment fait le DU adossé au LabCD, donc ça m'a permis d'essayer d'apporter tous ces concepts dans l'école. Donc on a un projet qui se décline de la grande section jusqu'au CM2 avec des modules très progressifs, souvent articulés à la didactique. De plus en plus, j'essaye de vraiment intégrer tous ces apports aux didactiques elles-mêmes et non pas en faire quelque chose de décroché. Par exemple, quand on parle du cerveau aux élèves, avant, j'avais des temps très spécifiques pour parler du cerveau aux élèves. Ils considéraient ça comme une matière un peu à part entière et ils avaient du mal à faire le lien avec les autres disciplines. Quand ils me croisaient dans le couloir, ils me disaient « Ah oui, on a cerveau aujourd'hui ». Ça faisait un peu… c'est ça qui m'a fait tilt. Je me suis dit « Non, ça va pas ». Donc, par exemple, j'ai développé des projets comme fonction exécutive et stratégie de compréhension en lecture. Ça, c'était en CE2. Et puis… en CP, je développe tout un projet autour du signe égal et puis de la flexibilité et de l'inhibition. Voilà, j'essaye vraiment d'articuler didactique et tout ce qui est neuroéducation. Et puis, en tant qu'enseignante spécialisée, je me suis rendu compte que y avait un dénominateur commun à tous les élèves en difficulté. C'était justement ces fonctions exécutives et notamment la flexibilité. C'est ce qu'il y a de plus marquant sur le terrain. Je ne sais pas si c'est réel ou pas, mais en tout cas, moi, dans ma propre pratique, souvent les élèves en difficulté, parce qu'en plus, ils manquent de confiance en eux, ont beaucoup de mal à changer de stratégie en cours de tâche. Voilà.
Et c'est vraiment quelque chose qui est commun à l'ensemble des élèves que j'accompagne, puisque l'enseignant spécialisé s'occupe de la difficulté durable et persistante. Donc, je me suis vraiment interrogée sur l'importance de ces fonctions exécutives. Me suis beaucoup formée là-dessus en constatant qu'il y avait beaucoup de recherches actuellement à ce niveau-là. Et puis, l'autre chose, c'est que je me suis rendu compte que si on voulait développer la métacognition chez les élèves, il fallait aussi développer un vocabulaire autour de la métacognition. Parce que c'est bien joli, par exemple, de travailler sur les émotions en CM2, mais si l'enfant ne sait dire que colère, joie, tristesse, on ne va pas très loin. Donc, je me suis dit que c'était important de développer tout un vocabulaire autour du fonctionnement cérébral pour éviter j'ai réfléchi dans ma tête, ça ne va pas plus loin. Et j'ai décidé en grande section de faire un apport théorique sur les fonctions exécutives. Donc, on n'est plus seulement que dans l'entraînement, parce que ça, on le faisait déjà depuis quelques années, grâce notamment à tout le matériel pédagogique chez Nathan, la plateforme Léa.fr, etc. Tous les jeux qui existent dans le commerce et qui permettent de travailler les fonctions exécutives. Ça, on le faisait déjà. Mais depuis 3 ans, j'ai développé des modules d'apport théorique dès la grande section de maternelle sur les fonctions exécutives et notamment à partir de documentaires animaliers. Donc, j'utilise des vidéos qui présentent des animaux en situation. Donc, ça peut être un petit chimpanzé qui essaye d'ouvrir une noix de plein de façons différentes sans y arriver. Ça peut être, ça c'est pour la flexibilité, ça peut être un chat qui chasse des pigeons et qui se retient pour ne pas qu'on le voie et pour pouvoir sauter sur un pigeon. Donc, ça c'est pour travailler l'inhibition. Ça peut être un corbeau qui va être obligé de passer par plein d'étapes pour attraper un morceau de viande, ça c'est pour la planification. Et puis un chien qui va récupérer des objets assez loin sans oublier la consigne de son maître, ça c'est pour la mémoire de travail. Et on constate que petit à petit, ces vidéos associées à des pictos et un transfert des enseignants en classe fournissent des indices de récupération et des moyens pour les élèves d'acquérir tous ces concepts qui sont compliqués, mais finalement qu'ils arrivent dès la grande section. Alors j'ai essayé en moyenne section, c'est un peu petit, mais dès la grande section, ils s'en emparent. Et pour terminer, là, pas plus tard qu'il y a 3 semaines, il y a un élève qui m'a dit, mais en fait, Juliette, tu sépares l'inhibition et la flexibilité, mais pour changer de stratégie, il faut inhiber. Donc, en fait, tu utilises les deux à la fois. Et ça, ce petit garçon, il avait 5 ans, quoi. Donc voilà, C'est-à-dire que vos élèves vous parlent d'inhibition? Ah oui, à 5 ans. Oui. D'accord, moi je fais pas de flexibilité, de fonction exécutive, de cortex préfrontal, de... Alors, oui, il y a, tout ce il vocabulaire, y a plein il le de manipule. questions dans le chat, mais bon, j'ai le micro, je le garde, désolée, 2 minutes. Moi, j'ai une question. Finalement, ça sert, c'est une forme d'explicitation, d'expliquer aux élèves comment fonctionne leur cerveau, finalement, comment ces fonctions exécutives sont détaillées. Ça permet aux élèves de mieux appréhender, de mieux apprendre. Ah oui, ça permet d'abord de verbaliser des stratégies, de verbaliser leur processus d'apprentissage. Ça permet aussi d'apporter des outils pour analyser l'erreur. Et puis, ça permet de mettre des objectifs précis sur certaines activités. On sait que c'est important pour les élèves d'identifier les objectifs, sinon ils confondent objectifs et consignes, et ça devient des exécutants. Donc, par exemple, pour chaque fonction exécutive, on associe des pictogrammes qui sont liés aux animaux, et sur toutes les activités de classe, on colle, alors pas toutes parce que c'est vrai que comme le disait ce petit garçon, les fonctions exécutives sont un peu imbriquées, mais il y a certaines activités qui en font travailler plus que d'autres. Si je prends par exemple un memory, c'est sûr que ça va plus faire travailler la mémoire de travail que la flexibilité. Dans ces cas-là, on colle le petit pictogramme sur le jeu et souvent l'enseignant a un dialogue très court avec l'élève. Tu vois là, tu vois la petite image, qu'est-ce qu'on va travailler, qu'est-ce que tu vas travailler avec cette activité-là, à quoi ça fait appel, etc. Donc oui, bien sûr, ça leur permet de mettre des mots sur leur processus d'apprentissage. Arnaud Viarouche, vous avez demandé à lever la main, je vous en prie.
À participer, pas à lever la main, pardon. Je ne veux pas monopoliser puis laisser la place aux questions, mais je trouve ça vraiment passionnant ce que Madame Galmiche nous dit parce que du point de vue du chercheur, c'est complètement en adéquation avec les résultats de la recherche, notamment dans le domaine des mathématiques. Donc, je vais essayer de résumer, mais il y a énormément de choses à dire sur, sur le témoignage de Madame Galmiche, mais déjà, cette idée de décloisonner, c'est-à-dire de ne pas forcément faire de l'entraînement des fonctions exécutives hors sol et de toujours contextualiser les choses. Donc, ça rejoint un petit peu ce que Madame Galmiche disait, c'est-à-dire on sait aujourd'hui que, par exemple, par rapport aux mathématiques, ça sera beaucoup plus efficace de trouver un moyen d'entraîner l'enfant, d'entraîner les fonctions exécutives de l'enfant dans le contexte de ses activités mathématiques quotidiennes dans la classe, que de lui faire une séance fonction exécutive complètement détachée du reste des enseignements. Donc ça, c'est déjà une chose que je trouve intéressante. Et autre chose aussi, par rapport aux entraînements des fonctions exécutives, ça passe, enfin on pense que ça va passer par une explicitation des processus qui sont en jeu. Et donc tout cet aspect, donc on a parlé de métacognition, c'est-à-dire faire prendre à l'enfant conscience de ses propres processus de pensée et expliciter les fonctions exécutives qui sont en jeu dans les différentes activités que l'enfant fait. Ça aussi, aujourd'hui, dans les recherches, on pense que c'est vraiment une piste très importante pour aider les enfants à progresser. Ça rejoint ce que les études dont parlait Julien Garbargue tout à l'heure, c'est-à-dire dans ces entraînements de l'inhibition qu'on a fait au LabCD, l'idée, c'était justement d'expliciter, de dire à l'enfant, tu vois ici, tu te trompes parce qu'il y a un piège et tu utilises cette stratégie-là parce que c'est une stratégie qu'on a envie d'utiliser, mais elle peut nous amener à des erreurs. Et donc, attention, il y a une alerte, il faut se retenir d'utiliser cette stratégie. Donc, on explicite vraiment ces processus d'inhibition, de mémoire de travail, etc., pour aider à entraîner ces fonctions. Mais pour tous les élèves, quel que soit le milieu, ça marche ? Oui, alors, c'est difficile de vous répondre avec des vraies données, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que les études dont on a parlé jusqu'à présent, les études menées avec M. Garbargue notamment, ont été menées dans des contextes assez mixtes et peuvent être bénéfiques chez beaucoup d'élèves, oui. Après, je n'ai pas d'études qui peut vous dire très précisément ça marche chez tel. Je ne sais pas si Irène a des choses à dire par rapport à ça. En fait, grosso modo, est-ce qu'on peut imaginer utiliser cette méthode, entre guillemets, celle de Juliette, avec des élèves en éducation prioritaire, où il y a quand même un référentiel de l'éducation prioritaire qui appuie sur le fait qu'on a besoin d'expliciter très fortement les apprentissages avec ces milieux-là. Est-ce que voilà. Mais bon, c'était une question comme ça à l'occasion. Ça m'intéresse de savoir. Un élément de réponse peut-être, ce sont les études que mène actuellement Grégoire Borst au laboratoire avec sur la métacognition. Alors là, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'entraîner la métacognition le plus tôt possible dès la maternelle. Et tout l'objectif de cette étude, c'est vraiment de se servir de ça comme levier pour réduire les inégalités éducatives et donc de rendre ces entraînements à la métacognition les plus accessibles possibles, y compris à différents niveaux socio-économiques. Donc oui, le but… Oui, c'est des travaux qu'il nous avait présentés au mois de mars, si je ne dis pas de bêtises. Chiara, vous avez le compte-rendu et la conférence sur le site pour ceux qui peuvent aller voir, veulent aller voir un peu plus loin, un peu plus… Oui, je n'y arrive pas aujourd'hui. Julien, vous avez demandé à prendre la parole. Oui, c'était pour compléter la réponse, mais ça va complètement dans le même sens, c'est-à-dire qu'en effet,
l'approche métacognitive et le fait de mettre des mots sur un certain nombre de choses et d'être le plus explicite possible finalement sur la manière dont on apprend, elle rencontre tout à fait ce que vous avez cité, c'est-à-dire le référentiel de l'éducation prioritaire. On est vraiment dans le même état d'esprit et au contraire, en fait, on va lever un certain nombre de croyances, on va lever un certain nombre de malentendus, voire de conceptions chez les élèves comme quoi, voilà, il y en a qui réussissent et d'autres qui réussissent pas, il y en a qui sont doués et d'autres qui sont pas doués. On va leur redonner un petit peu le contrôle sur, c'est quand même un processus, c'est un processus biologique, il y a des moyens en le décrivant de reprendre un peu le contrôle sur ma façon d'apprendre et donc sur le pouvoir d'agir finalement sur C'est ce que j'allais l'apprentissage. dire, oui. D'accord. Oui. Donc on est Irène, vraiment dans tous les contextes, pardon. D'accord. J'ai vu que vous aviez levé la main 3 fois. Excusez-moi, Irène. Oui, je vous avais pardon. pas vu. Non, c'était pas 3 fois, je suis désolée. Ah, j'ai d'accord, je me suis dit que technique. je ne vous avais pas vu et que vous vous Non. énerviez sur le. Non, pas du tout, pardon. Et, au contraire, une fois est largement suffisant. Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit par mes collègues. C'est-à-dire que donc, vous posiez la question du rôle de l'entraînement des fonctions exécutives dans différents contextes et dans différents milieux. Oui. Et je voulais rajouter que, en fait, on sait que les fonctions exécutives ont tendance à être moins performantes chez les enfants qui proviennent de milieux socio-économiques plus faibles, plus défavorisés. Et donc, c'est clairement un levier intéressant de ce point de vue-là. C'est des populations dans lesquelles il peut être justement particulièrement intéressant d'entraîner les fonctions exécutives. Et pour donner un exemple dans le contexte de la lecture, donc on a observé à différentes reprises que quand on étudie les liens entre niveau socio-économique et niveau de lecture, c'est souvent des fonctions exécutives qui, en partie, expliquent ces liens. Donc, par exemple, c'est des compétences de mémoire de travail verbale qui sont impliquées dans cette relation entre niveau socio-économique et niveau de lecture. Voilà, c'était juste pour donner un exemple. Je vais essayer de baisser la main, je ne suis pas sûre que je vais y arriver. Bon, merci beaucoup Irène, c'est bon, ne vous inquiétez pas, je sais que c'est bon, je vois qu'il y en a 2. Juliette, c'est à vous et ensuite je prends les questions, sinon les gens ne vont pas être contents et ce sera normal. Oui, alors le projet là dont j'ai parlé, il se fait dans une école où il y a des élèves en difficulté, il y en a même pas mal. Et du coup, on a vraiment voulu intégrer les familles à ce projet. Donc, on les forme aux fonctions exécutives. Ils ont 2 sessions de 2 heures. Donc, ils reçoivent exactement les mêmes apports que leurs enfants. Et tous les jeux qu'on expérimente en classe partent dans les familles. Hein. Donc, à tour de rôle, il y a des petits sacs avec les jeux et ils partent dans les familles. Hein. Donc, on essaye au maximum d'attirer les familles dans ces projets, parce qu'il n'y a pas que celui-là dans l'école. Et on constate au fur et à mesure des années qu'on arrive petit à petit à toucher des familles qu'on ne touchait pas au départ. Donc, ça fait un peu tache d'huile. Et on essaye d'impliquer les familles dans ce projet. Ok, super. Alors, les questions, je me remets sur la conversation. Donc, il y en a plein. Alors, celle-ci, on vous a répondu que vous aurez la vidéo serait visible sur le site du café. Il y aura même un compte-rendu écrit. Alors, il y a donc Stéphanie qui nous demandait de quelle manière entraîner les fonctions exécutives. Est-ce que les exemples donnés par Juliette vous suffisent ou vous avez besoin qu'on développe ou si vous avez, vous, intervenant, des propositions à faire? Je veux bien oui. donner une idée. Moi, je pense que c'est intéressant de réfléchir aux activités qu'on fait déjà, en fait, avec les enfants, et de les analyser en termes de ce qu'on va appeler la charge exécutive, c'est-à-dire se poser des questions sur les activités qu'on fait déjà en classe, des questions du type tiens, cette activité, est-ce qu'elle demande à l'enfant de maintenir beaucoup d'informations en mémoire? On peut même essayer de quantifier le nombre de choses que l'enfant doit retenir pour résoudre la tâche. Est-ce qu'il y a des informations non pertinentes qui sont contenues dans l'activité et qui finalement
sont pas pertinentes pour résoudre le problème? Est-ce qu'il y a des biais ou des pièges, des stratégies qui pourraient facilement conduire l'enfant à une erreur? Ça, c'est une sorte de, si vous voulez, d'analyse de la tâche en termes de charge exécutive. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette analyse-là, se poser la question, est-ce que je peux développer différentes versions de la même tâche, du même exercice, avec des charges exécutives croissantes? Trouver une version avec une charge exécutive faible et progressivement insérer une charge exécutive plus grande. Et en fait, de façon implicite, on va comme ça entraîner les fonctions exécutives en même temps qu'on entraîne l'enfant à résoudre le problème. Alors, je pense à un exemple précis, par exemple dans les problèmes en mathématiques, dans les problèmes verbaux. On sait que par exemple, si vous avez un problème verbal où vous voulez que l'enfant réalise une soustraction, mais dans l'énoncé, il y a le mot plus, bon, bah là, typiquement, vous avez introduit un biais, vous allez donner envie à l'enfant de faire une addition au lieu de faire une soustraction. Si, en plus d'avoir le mot plus dans l'énoncé, vous mettez pas les opérandes de l'opération dans le bon ordre dans l'énoncé, c'est une charge exécutive supplémentaire parce que ça va demander de la mémoire de travail à l'enfant pour, dans sa tête, inverser les opérandes. Autre niveau exécutif, si maintenant vous rajoutez des éléments non pertinents, par exemple, c'est une histoire de soustraire 4 bonbons à 20 bonbons, et puis en fait, vous rajoutez dans l'énoncé qu'il y a 6 pommes qui servent à rien, ça, là, vous allez encore une fois augmenter la charge exécutive. Donc, c'est de ça dont je parle quand je dis faire des progressions exécutives, c'est-à-dire essayer d'analyser ces activités, de se dire à quel point ça demande beaucoup de fonctions exécutives à l'élève, et ensuite de voir si on ne peut pas développer une progression en termes de charge exécutive pour entraîner les fonctions exécutives en même temps qu'on entraîne le contenu mathématique. Enfin, dans mon exemple mathématique, mais peut-être que ça marche dans d'autres domaines aussi. Il y a une question très précise de Valérie Cassard qui nous dit qu'elle a des élèves porteurs de TFC, elle travaille en Ulysse TFC collège. Certains ont une bonne fluence, plus de 170 mots par minute, mais ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Est-ce dû principalement à un déficit des fonctions exécutives? Alors, j'imagine que la question est pour moi. Oui. Ça pourrait en partie être dû à un déficit de fonction exécutive. Alors évidemment, je ne veux pas m'avancer sur les diagnostics ou pseudo-diagnostics. Ce que je peux vous dire, c'est que de plus en plus, on se rend compte que les fonctions exécutives sont importantes aussi pour la compréhension. Et notamment parce que, en fait, que ce que je décrivais tout à l'heure dans le rôle de l'inhibition, pour ce qui était du décodage, finalement, à un niveau différent, par exemple, l'inhibition est aussi utile lors de la compréhension, puisqu'il faut inhiber le sens, par exemple, la sémantique de certains mots de certains mots interférents par rapport à celui qui est écrit. Il faut garder en mémoire de travail la première phrase du texte lorsqu'on arrive à la fin du texte pour en garder en tête la cohérence, etc., etc. Donc oui, bien sûr, ce sont des processus qui sont aussi impliqués dans la compréhension en lecture. D'accord. Alors, Juliette, vous voulez compléter? Oui, je fais juste un petit pas de côté parce qu'il y a aussi une question didactique qui est importante là. On travaille beaucoup trop la lecture, compréhension d'une manière déjà évaluative. On donne un texte et on demande aux élèves de répondre aux questions. C'est déjà une évaluation. Il faut travailler vraiment très spécifiquement toutes les stratégies de compréhension en lecture. Et ça, on le sait qu'en primaire, on ne le fait pas assez. À savoir apprendre à se faire une représentation mentale de l'histoire, se mettre à la place du personnage, inférer, imaginer la suite de l'histoire. Enfin bref, il y a tout un tas de stratégies de compréhension de lecture. Donc là, il y a toute une didactique qui existe autour de la compréhension qui est, à mon avis, pas assez mise en place dans les classes, quoi, notamment en primaire. Ok, alors, une question de Nathalie Electon. Comment aider les élèves à améliorer leurs fonctions exécutives?
Je crois qu'on peut même la regrouper ensuite, peut-être avoir une réponse un peu commune. Quelles actions permettent d'agir sur les automatismes? Personne? Je peux répondre, mais en fait, Oui. Arnaud a déjà un petit peu, enfin même beaucoup Oui. répondu à cette question en disant en effet que des interventions situées enfin, en lien avec les savoirs pouvaient aider à travailler ces fonctions exécutives. Bah, en fait, si on veut être très concret, on parlait tout à l'heure d'entraînement un peu général aux fonctions exécutives. En fait, moi je ne sais pas si on les travaille avec les élèves ou si on les entraîne, mais en tout cas, on va leur faire remarquer les situations dans lesquelles les fonctions exécutives entrent en jeu. Par exemple, si on joue à Jacques a dit, eh ben, Jacques a dit, on peut faire remarquer que là, il faut activer son contrôle inhibiteur pour pas réaliser une action alors qu'on nous donne l'ordre de faire cette action. Donc, on part de cette situation-là, finalement, pour mettre ces mots-là et pour installer tout ce travail métacognitif qui va se mettre en place après. Et ensuite, on va pouvoir, une fois que tout ça est installé, transposer dans toutes les situations scolaires dans lesquelles, par exemple, là, je suis sur le contrôle inhibiteur, on va avoir du mal à inhiber un automatisme, ou alors on va avoir installé un automatisme qui va être moins performant, ou qui va plus être valable par la suite. Mais je pense que ce qui est important surtout, en fait, plus que de vouloir faire travailler les fonctions exécutives aux élèves, c'est en avoir conscience en tant qu'enseignant. Et donc, tout à l'heure, on le disait, c'est vraiment une approche complémentaire par rapport à l'erreur. Et il y a certaines erreurs qui ne sont pas dues à un déficit de connaissances. Et donc, on ne va pas faire une intervention suite à l'erreur en rappelant des règles, en rappelant des choses, mais qui sont bien dues à un problème, enfin, à quelque chose qui n'a pas été inhibé, quelque chose qui est lié aux fonctions exécutives. Et donc, on va prévoir en tant qu'enseignant une intervention qui va être ciblée là-dessus. Je vous donne un exemple très précis. Je les mange, par exemple. Il y a des élèves qui vont écrire S à la fin de mange parce qu'il y a un automatisme. Après les, je mets un S qui fonctionne très bien, qui fonctionne dans de nombreuses situations, mais qui parfois n'est pas pertinent. Et ben, c'est toute cette démarche-là et toute cette conscience-là qu'il faut que les élèves intègrent en se disant que les automatismes, c'est important. Il y a des situations, et la plupart des situations, c'est pertinent. Par contre, parfois, il y a un certain nombre de pièges, et donc savoir repérer les situations pièges, et à ce moment-là, résister à son automatisme. Pour moi, c'est vraiment ça, en fait, enseigner avec les fonctions exécutives, plus même qu'enseigner les fonctions exécutives. Ok, Irène, je pense que vous vouliez compléter. Oui, tout à fait. Je rejoins ce que disait Madame Galmiche tout à l'heure et ce que disait Julien Garbag à l'instant. Et en fait, ce qui est intéressant à mon sens, parce que c'est assez transversal sur toutes les matières, et on peut partir de l'exemple sur la compréhension, mais ça s'applique à d'autres domaines, c'est qu'en fait, dans un grand nombre de situations, les consignes et les attendus sont en fait opaques pour l'élève, ne sont pas transparents. Et donc, quelque part, le travail qu'on doit faire, donc encore une fois, en reprenant l'exemple de la compréhension, c'est d'expliciter quelles sont ces attentes. Donc, quand je dois répondre à une question de compréhension, finalement, quelle est la question qui m'est posée et surtout, quelles sont les stratégies que je dois mettre en avant. Et donc, il s'agit d'expliciter ces stratégies et de les entraîner. Je pense qu'à un niveau global, on pourrait dire que le rôle des fonctions exécutives, in fine, ça va être celui-ci. Ok, alors, il y avait une question. Y a-t-il des progressions? Je vais un peu vite parce qu'il nous reste 7 minutes. Y a-t-il des progressions un peu normées pour travailler les fonctions exécutives? Et je complète, si oui, où les trouver? Non? C'est une question un peu compliquée. Je dirais que enfin, la première réponse, ça serait non. La réponse peut-être plus optimiste, ça serait c'est exactement justement ce qu'on est en train de développer avec Monsieur Garbag. Parce
ce que disait Julien Garbach tout à l'heure, c'est effectivement, nous, en tant que chercheurs, on n'est pas concepteurs pédagogiques, donc je ne conçois pas du matériel pédagogique. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de discuter avec les enseignants, de proposer, de dire, voilà, par exemple, est-ce qu'on ne pourrait pas travailler sur des progressions exécutives sur telle ou telle activité, de proposer une activité et d'avoir le retour de terrain de l'enseignant qui va me dire ah non mais ça ne marchera pas, les enfants ils vont comprendre l'exercice de telle ou telle manière, et de ensemble co-construire ces choses-là. Donc par exemple en ce moment j'ai un projet avec des enseignants où on essaye de construire ensemble des activités mathématiques pour des élèves en CP qui voilà, constituent une progression en termes de charge exécutive, mais on le fait ensemble. Il n'en existe pas de toute faite déjà à l'heure actuelle. Alors, je ne sais pas si la réponse est un peu différente pour la lecture, mais je ne pense pas qu'il y ait de... Irène? Non, je dirais que c'est assez similaire et je pensais toujours à l'exemple de la compréhension. C'est vrai qu'il existe des méthodes pour expliciter les stratégies dont on parlait, entraîner certaines de ces stratégies. Je pense particulièrement au travail de Maryse Bianco. Voilà. Mais après, je rejoins entièrement ce que disait Arnaud. Il est question de construire ces progressions. Au cas par cas aussi, matière par matière. Juliette? Après, sur certaines choses, on peut, avec l'habitude, alors après, c'est empirique, c'est pas du tout, c'est à vérifier, mais on prend certains repères. Je pense par exemple à la catégorisation, qui est quand même qui est quand même très, très importante et qu'on exerce pas mal en maternelle. On repère à peu près à partir de quel âge on peut s'attendre à ce que l'élève change de 2 fois de critères, 3 fois de critères, 4 fois de critères. Et donc, on peut comme ça ajuster les activités, mais c'est vrai que c'est un peu au coup par coup en fonction des domaines, quoi. Julien? Juste une toute petite phrase pour compléter sur cette question de progression. Je pense que faut aussi prendre en compte les questions du développement de l'enfant. Et je sais, sans le dire précisément, que les fonctions exécutives se développent différemment, déjà en fonction de ces fonctions exécutives, et puis de manière un peu plus longue, arrive à maturité un peu plus tardivement que d'autres fonctions cognitives. Donc ça, c'est les chercheurs qui le diront mieux que moi, mais voilà, il s'agit pas non plus ça peut être normal aussi qu'un enfant, un petit, ait des difficultés à inhiber, ait des difficultés à changer de tâche et une mémoire de travail un peu plus réduite, quoi. Valérie fait plutôt, c'est un commentaire et une demande d'aide, moi je le vois un peu comme ça, qui nous explique qu'elle travaille dans un collège REP et qu'en fait, le fait qu'il n'y ait pas de discours commun autour de ces fonctions exécutives, mais quand même en difficulté les élèves parce qu'il y a un double discours. Alors, elle demande comment convaincre les sceptiques. Peut-être en allant voir ce qui se passe chez Juliette, ou peut-être que Julien, je ne sais pas, la Ligue de l'enseignement sur le site, il n'y a pas de publication pas de travaux, mais de projets, de choses comme ça, où en effet... Alors, on aimerait bien que l'année prochaine, développer ça, mais là, on n'y est pas encore. Après les publications, il y en a, par exemple, chez Nathan, mais je pense que, moi, ce que j'entends derrière ce propos, c'est qu'en fait, les sciences cognitives, dernièrement, comment dire, elles ont aussi été utilisées d'un point de vue politique, d'un point de vue, puis même de manière un peu plus large. On parle de neuromanie, autrement dit, dès qu'on met une photo du cerveau, ça y est, on a l'explication miracle, et ça peut susciter dans des équipes éducatives notamment quelques crispations. Donc, il faut voir avec qui on travaille, quoi. Il y a des chercheurs qui ont des vraies postures de chercheurs, qui sont à l'écoute de ce qui se passe dans le monde enseignant et des réalités du monde enseignant. Et c'est ce qui a été dit là à plusieurs reprises, qui apportent des connaissances, qui sont des connaissances, scientifiques, vraiment, et qui disent, voilà, comment est-ce qu'on peut faire avec ces connaissances pour travailler, et qui correspondent ensuite à des réalités très, très, très concrètes, que n'importe quel enseignant va observer dans sa
sa classe. Donc finalement, entre l'observation de l'enseignant, la première intuition et puis la confirmation par le chercheur, on se retrouve et c'est ça qui est convaincant, je crois. Et après, on avance Ça ensemble. rejoint, votre réponse permet aussi de répondre à Capron, qui, je pense, fait un peu d'ironie quand il demande quand il ou elle demande comment les IEN et les IAIPR sont-ils eux-mêmes sensibilisés. Moi, si je peux me permettre de faire juste un commentaire, j'ai été enseignante pendant 24 ans. À partir du moment où on a des arguments d'un point de vue pédagogique, didactique, j'ai jamais été embêtée dans ma classe. À partir du moment où je pouvais justifier de l'intérêt pour l'élève. Après, voilà, on n'est pas à l'abri d'eux. Mais pour le coup, je ne fais pas de la défense de l'institution. Ce n'est pas trop le genre du café pédagogique, je crois. Mais pour le coup, comme chez les profs, vous rencontrerez des gens qui sont voilà, qui ne veulent pas entendre parler de tout ça, mais pas plus qu'ailleurs, pas plus que chez les profs, je dirais. Alors, bonjour. Oui. Bonjour, excusez-moi, ma caméra ne fonctionne pas. Je suis avec l'Éducation nationale. Nous sommes très sensibilisés à ce genre à ces discours et à ces stratégies. Et je suis particulièrement heureuse quand j'entends parler de stratégie et d'entraînement à la compréhension, parce qu'effectivement, je vois systématiquement dans les classes des évaluations de compréhension et non pas des entraînements à la compréhension. Donc, la dame, je n'ai pas retenu son nom, qui parlait effectivement des stratégies, de l'inférence, se mettre à la place du personnage, etc. Très, très important. Voilà, donc oui, nous sommes sensibilisés. Comme quoi, je ne dis pas que des bêtises de temps en temps. Merci de votre intervention. Oui, c'est tout à fait ça. Merci à vous. Je vous en prie. Juliette, vous vouliez dire quelque chose et je crois que ça va s'arrêter, c'est ça, Chiara? Ouais. Juliette? Oui, c'est 19h. Ouais. Oui, c'est juste par rapport à la question sur comment convaincre les autres. Derrière, il y a la question un peu de la solitude par moment quand on lance une innovation sur le terrain. Alors, je sais que dans l'association Apprendre et former avec les sciences cognitives, on est en train de développer tout un réseau d'animateurs locaux pour justement essayer de faire le relais et que les enseignants se sentent moins seuls. Donc ça, c'est important. Et après, juste un témoignage personnel. Quand j'ai commencé, alors c'est sûr que j'avais l'appui de la direction et ça, c'est capital. Hein, quand on a l'appui du chef d'établissement, c'est quand même facilitant. Mais malgré ça, j'ai mis plusieurs années. Et c'est vraiment via la motivation des élèves que j'ai pu attirer de plusieurs enseignants et puis maintenant toute l'école dans le projet. Mais ça a pris plusieurs années. C'est un peu le côté tâche d'huile et non pas j'impose. Voilà, c'est plutôt ça qui marche. Mais ça demande d'avoir les reins solides et de ne pas se sentir seul. Donc, je pense que le milieu associatif, pour ça, il peut être un bon relais. D'ailleurs, vous faites partie de l'association, alors je l'ai noté, l'association Apprendre et former avec les sciences cognitives. Il y a eu beaucoup de demandes, Juliette, pour entrer en contact avec vous. Vous nous permettrez peut-être de donner vos coordonnées. Oui. Voilà, de vous donner votre mail. Voilà, il y a eu beaucoup de demandes. On va clore la réunion, il est plus de 19h. Merci beaucoup. Merci aux intervenants. Merci aussi aux participants et à la vivacité de cette intervention, où il y a eu beaucoup de questions, c'est toujours intéressant quand on a un retour des auditeurs et auditrices. Il y aura un compte-rendu dans le café pédagogique avant le 6 juillet, c'est sûr, puisque ce sera les vacances. Et vous aurez la possibilité de revoir en replay cette émission. Encore merci. Il nous reste un rendez-vous avant la fin de l'année. Et ce sera sûrement la première semaine de juillet, je crois Chiara, qu'on va laisser passer, ou la dernière semaine de juin. On va peut-être laisser passer les épreuves du baccalauréat. Beaucoup seront occupés. D'accord ? Je confirme qu'on avait pensé de faire ça. Ouais. Voilà. Merci encore. Merci d'être présent. Merci de votre fidélité, surtout à ce créneau. Ce n'est pas toujours facile. Merci encore. Au revoir. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.